ici. Elle est un petit ange de génie et de fidélité. À en croire son mari, un certain Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, à qui elle a consacré sa vie, même quand il est parti. Elle est restée et a attendu 107 ans avant d'y aller à son tour. Stéphane Bern nous raconte une danseuse qui a vécu plus d'un siècle d'histoire souvent tourmentée, Lucette Destouches. Nous sommes le 3 février 2011 à Meudon, dans les Hauts-de-Seine. Devant la grille couverte de rouille d'un opulent pavillon, Louis Philippard, un écrivain français, David Alliot, attend avec fébrilité. Il vient de sonner au 25 terre de la route des Gardes, la plus célèbre des bâtisses de cette banlieue chic de l'ouest parisien. Ici, tout le monde connaît l'adresse, lui mieux que quiconque d'ailleurs. C'est là, dans cette villa cossue perchée sur un promontoire, qu'a vécu Louis-Ferdinand Destouches, plus connu sous son nom de plume, Céline. Le biographe est bien placé pour le savoir, il est un spécialiste de l'auteur du voyage au bout de la nuit. C'est pourtant la toute première fois qu'il est invité à pénétrer à l'intérieur de ce saint des saints, la Villa Maïtou, où l'écrivain passa les 10 dernières années de sa vie, la même où il est mort. C'était il y a longtemps, 50 ans déjà. Mais c'est pas tant la perspective de découvrir l'intérieur de la mythique demeure qui motive la visite du biographe. C'est l'entrevue qu'il a prévue avec la maîtresse des lieux, Lucette Destouches, la veuve de Céline. Aussi incroyable que cela puisse paraître en cette année 2011, la seconde femme du célèbre auteur est encore en vie. Elle fêtera bientôt ses 99 printemps cette année-là. Lorsqu'il pénètre finalement dans la demeure, la lumière d'un soleil déclinant perce par les fenêtres. Ambiance fort à propos, au vu de la rencontre qui l'attend. Assise dans un coin du salon, une couverture sur les genoux, Lucette Destouches l'observe. Comme autant de cernes dans le tronc d'un arbre, le visage de cette dame d'un autre âge est ouvragé d'une multitude de rides profondes, témoins indélébiles des décennies qu'elle a traversées sans encombre. Malgré son grand âge et l'inclinaison de son siège, le port de tête reste altier, écrira-t-il plus tard dans le livre qu'il lui a consacré. De la grâce émane de cette vieille, très vieille dame. Rien d'étonnant car, dans une autre vie, Lucette Destouches fut danseuse. Une danseuse passée par le conservatoire de danse et par l'un des studios les plus réputés de Paris, celui de l'ancienne étoile de l'opéra, Blanche d'Alessandrie, dans le quartier de Pigalle, à Paris. C'est là d'ailleurs, au printemps 1936, qu'elle croise pour la première fois le regard de Louis-Ferdinand Destouches. Lucette Almanzor, c'est son nom de jeune fille, n'a alors que 23 ans. Elle est belle, talentueuse, le corps longiligne, des jambes fuselées. C'est une danseuse souple, expressive, musicale, dira d'elle un ami. Louis-Ferdinand Céline, lui, vient d'avoir 42 ans, presque 20 ans de plus. C'est un médecin généraliste, mais surtout, c'est un écrivain primé. 4 ans plus tôt, son premier roman, Voyage au bout de la nuit, a reçu le prix Renaudot. Depuis quelque temps, Céline fréquente assidûment les studios. Cela l'aide à se détendre, lui qui vient de publier un deuxième roman, Mort à crédit, cette fois très critiqué. Car l'écrivain a une fascination pour la danse, et plus précisément pour le corps des danseuses, leur physique parfait, les muscles insoupçonnés qui sculptent les corps d'athlètes. Et la jeune Lucette Almanzor est l'essence même de ces muscles qu'il vénère. Entre les deux, l'attraction physique est immédiate, violente même. Malgré le gouffre qui les sépare, l'âge et des caractères très différents, ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Lui est un homme torturé, un être désespéré d'un pessimisme total, dira plus tard Lucette. Elle, au contraire, est d'une nature plus légère, plus joviale. De la vie de Lucette Almanzor, avant sa rencontre avec l'écrivain, on ne sait pas grand-chose. Elle naît en 1912 dans le 5e arrondissement de Paris, d'un père qui fera la Première Guerre mondiale et d'une mère beaucoup plus jeune que son mari. Son enfance n'est guère heureuse, ses parents ne s'entendent pas, sa mère est excessivement dure avec elle et la petite fille manque d'affection. Passée par la case pension, Lucette arrête tôt ses études, préférant tenter sa chance au conservatoire de danse et de comédie. Car la jeune fille qu'elle devient aime l'art et la culture. Elle choisit finalement la danse et se consacre dès lors corps et âme à cette pratique. Ses efforts sont couronnés en 1932 par une entrée au très prestigieux ballet de l'Opéra Comique. Mais la période n'est pas propice à cette institution. Alors, semble-t-il, faute de revenus suffisants, elle démissionne en 1935. Puis elle voyage. Elle part un temps en tournée aux États-Unis où une blessure au genou lui fait abandonner la danse classique au profit des danses orientales et de caractère, danses qui deviendront sa spécialité. Puis elle rentre en Europe, travaille un temps en Allemagne, en Italie, en Pologne, avant de revenir à Paris en 1936, l'année de sa rencontre avec Céline. La suite, vous la connaissez désormais.
À Pigalle, Lucette Almanzor tombe irrémédiablement amoureuse de cet homme qui, de l'avis de tous et surtout de toutes, avait un charme irrésistible. Un dandy aux yeux clairs qui séduisait les femmes à grand renfort de baisement et de manière aristocratique. Auprès d'elle, il calme progressivement ses ardeurs de séducteur et les deux amants finissent par convoler en 1943. Nous sommes alors sous l'occupation. Depuis l'échec de son second roman, Louis-Ferdinand Destouches se consacre à un autre type d'écrit, des pamphlets antisémites. L'homme est proche des milieux collaborationnistes, voire, selon certains historiens, c'est un pro-nazi convaincu. Alors en juin 1944, quelques jours après le débarquement de Normandie, le couple fuit la France direction l'Allemagne, puis ce sera l'exil au Danemark pendant 6 ans, jusqu'en 1951, quand une loi d'amnistie leur offre l'opportunité d'un retour en France. Le couple s'installe alors dans cette fameuse villa de Meudon. Lucette y donne des cours de danse, lui y renoue avec le succès littéraire, mais la mort va bientôt les séparer. Le 1er juillet 1961, Céline décède. Dévastée, Lucette fait aussi graver sur la tombe de son mari son propre nom, Lucie Destouches, née Almanzor, 1912-1900. Puis elle laisse un espace vierge. Elle ignorant très certainement qu'à l'âge de 48 ans, il lui reste à elle encore près de 60 années à vivre et qu'elle aura changé de siècle. Lucette Destouches est morte voilà moins de 3 ans. Elle a donc vécu jusqu'à l'âge canonique de 107 ans. Le secret de sa longévité ? La danse, peut-être, car elle contribue à longtemps à l'enseigner dans son pavillon de Meudon et notamment à des personnalités célèbres comme les actrices Judith Magre et Françoise Fabian, ou encore la fille de Marcel Aimé, la femme de Raymond Queneau, la romancière Christine Arnauty ou l'éditrice Simone Gallimard. À moins que cette longévité exceptionnelle, elle la doive au combat qui l'anima après la mort de son mari, la défense acharnée de son œuvre, des romans de Céline écrits avant-guerre, de ceux écrits après-guerre aussi à Meudon, ceux notamment qui comptent leurs années d'exil au Danemark d'un château à l'autre, Nord et Rigaudon, et dans lesquels Lucette apparaît sous les traits du personnage de Lydie. Mais son combat le plus acharné fut son opposition aux tentatives de réédition des pamphlets antisémites de Céline, notamment Bagatelle pour un massacre, écrit en 1937, L'école des cadavres en 1938 ou encore Les beaux draps en 1941. Telle la gardienne du temple, elle fit respecter coûte que coûte la volonté de son mari de ne pas laisser ses écrits refaire surface. Eux, pensaient-ils, qu'il leur avait déjà valu assez de malheur comme ça. Tout au long de ma vie sans Céline, dira-t-elle, au crépuscule de la sienne, j'ai voulu le défendre et ça a été mon unique et immense force. Une force et un plaisir qu'elle avait à parler de lui, à ceux qui voulaient bien l'entendre. On sait qu'elle garda longtemps toute sa vivacité d'esprit, s'en servant pour conter à une cour d'admirateurs célèbres venus lui rendre visite ses souvenirs de Louis, son mari. Des personnalités, il y en a eu beaucoup qui ont gravi les marches du pavillon de Meudon, tout espérant toucher du doigt auprès d'elle un peu de celui à l'ombre duquel elle n'a vécu finalement que 25 ans, 25 sur 107. Mais un amour fou ne dure-t-il pas éternellement ? Europe 1, historiquement vôtre. Et pour continuer à parler de Lucette Destouches, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain qui a frappé à sa porte en février 2011. Bonjour David Alliot. Bonjour à tous. Bonjour David Alliot, c'est de vous dont je parle au début de mon récit. Vous êtes spécialiste de l'œuvre de Céline et l'auteur notamment d'une biographie de Lucette Destouches parue aux éditions Talendier. Lucette Destouches que vous avez donc rencontrée dans les dernières années de sa longue vie pour publier Madame Céline. Est-ce qu'on peut dire que la singularité de Lucette Almanzor s'est effacée derrière le génie de son époux, qu'elle n'a plus été que Madame Céline, justement, comme vous le titrez ? Comme on dit souvent, derrière un grand homme se cache souvent une femme. Et effectivement, oui, elle a été effacée par rapport à ça, mais d'un autre côté, Céline étant plutôt exubérante, c'était assez difficile d'exister à côté de lui. Mais par contre, elle a apporté un soutien permanent dans sa vie personnelle, comme dans son œuvre, au point, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de figurer dans l'œuvre, dans les derniers romans de Céline. Elle a été un soutien indispensable, et Céline lui-même l'a reconnu, que sans elle, il n'aurait certainement pas continué. Mais vous pensez qu'elle aurait aimé vivre plus intensément sa propre vie, être plus Lucette Almanzor que Madame Céline ? Probablement, mais elle avait toujours eu conscience de vivre avec un génie. Donc, et elle s'est donné corps et âme dans la vie de ce génie, et même la survie post-mortem, puisqu'elle a continué à défendre son œuvre. C'est Lucette Almanzor liée à un destin, oui.
Vous avez rencontré donc Lucette Des Touches à plusieurs reprises avant sa mort dans la maison de Meudon qu'elle avait occupée avec Céline. Quel souvenir elle vous laisse, cette très vieille dame que vous avez rencontrée? Oh, c'était une petite jeunette de 99 ans à l'époque, donc ça allait. Non, c'est beaucoup d'émotions. Déjà, quand on monte à Meudon, on va dans la maison de Céline, il y a des photos de Céline partout. Elle était charmante, elle m'a très très bien accueilli. On a parlé de plein de choses, on a parlé de Céline, bien sûr. Non, c'est plutôt un bon souvenir et je garde en mémoire, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, son port de tête. Elle avait 99 ans, c'est une vieille dame, mais elle avait un port de tête absolument magnifique, elle se tenait très bien malgré son fauteuil, et je me rappelle quand on m'a présenté devant elle, elle m'a tendu la main pour un baise-main avec un geste d'une élégance très surannée qui trahissait la danseuse. Et est-ce que vous avez eu les réponses aux questions que vous étiez venu lui poser? Qu'est-ce que vous vouliez savoir sur cette femme finalement méconnue? Oh, c'était plus pour la rencontrer elle. Les questions, alors on a parlé, mais vous savez, j'allais pas pour un interrogatoire non plus. C'était plutôt pour une visite amicale aussi. Hein. Oui, vous avez parlé à 99 ans, la pauvre. Donc voilà, c'était plus pour parler de tout ça. Mais moi, ce qui m'a aussi beaucoup fasciné, c'était sa mémoire qui était parfaite. Ah oui. Elle se rappelait très bien de l'occupation, elle se rappelait très bien de Sigmaringen, elle pouvait vous parler du maréchal Pétain et de Laval à Sigmaringen comme si c'était hier. Et non, la mémoire était excellente et je lui ai posé quelques petites questions comme ça et les réponses ont été très claires, nettes et précises qui montraient que la tête était encore en très très bon état. Donc si vous voulez, j'ai pas eu de réponse claire et précise. La seule fois où j'ai une réponse, c'est quand je lui ai posé la question comment c'était la vie au quotidien avec Céline. Parce que ça m'intriguait un petit peu quand même. Et elle a eu un petit moment de silence et elle m'a regardé, elle m'a dit, vous savez, la vie avec lui, c'était pas facile. Voilà. Oui, justement, dans votre livre, David, vous décrivez un couple aux personnalités radicalement opposées. Je vous cite, lui radin, elle dépensière, elle charmante, lui bourrue, elle élégante, elle lui très mal habillée. Mais qu'est-ce qui les liait? Qu'est-ce qu'ils s'apportaient mutuellement? Ils étaient peut-être complémentaires, simplement. Absolument, c'est un peu le yin et le yang. Oui. Et effectivement, elle lui apportait de la stabilité, elle lui apportait du charme, elle lui apportait peut-être ce qui lui manquait lui. Et c'est ça en fait, c'est la grâce, la beauté. Mais en fait, le lien commun qu'il y a entre les deux, c'est l'art, l'art de l'écriture et l'art de la danse, qui demande des efforts, qui demande du travail, qui demande de la persévérance. Alors dans des milieux très différents, mais entre l'écriture et la danse, il y a plus de points communs que l'on ne pense. 107 ans, c'est un beau score. Stéphane a évoqué la danse, la volonté aussi de faire vivre la mémoire de son mari, Louis-Ferdinand Céline. Mais pour vous, quel a été le vrai secret de longévité de Lucette Des Touches? Le vrai secret, c'est un peu au-delà de la danse, il y a toute l'hygiène de vie qui va avec. Ah oui. Comme nous trois sur ce plateau, nous avons une hygiène de vie absolument irréprochable. Donc voilà. Donc effectivement, c'est très peu fumer ou pas fumer, ne pas boire. Et n'oublions pas aussi, je l'évoque dans la biographie, même au Danemark, dans les pires conditions, elle se baignait dans la Baltique tous les jours. Ah oui. Voilà. Imaginez. C'est pas dans la Seine, il faut y aller. Non, mais c'est beaucoup plus froid, la Baltique, que la Seine. Se baigner dans la Baltique au mois de janvier, pour entretenir le corps, ça devait être quelque chose. Et même à Meudon, elle avait installé un petit sauna, et c'est maître François Gibault qui me raconte ça, elle avait un petit sauna, et l'hiver, et ils sortaient du sauna en courant dans la neige, dans les jardins de Meudon. Donc voilà, c'est une hygiène de vie irréprochable. Mais à la mort de Céline, et je l'ai raconté, Lucette Des Touches avait fait graver à l'avance son propre nom sur la pierre tombale avec sa date de naissance, 1912, et le début de ce qu'elle pensait être sa date de mort, c'est-à-dire 1900 quelque chose. Sauf qu'elle est morte en 2019. Déjà, il a fallu vraiment gratter Bon, bref. Elle pensait rejoindre son mari, en fait, plus rapidement. Comment est-ce qu'elle envisageait, au fond, la vie sans lui? Elle n'envisageait pas, elle avait dit à tout le monde que dans 6 mois, elle rejoignait au tombeau. Donc, ce qui quand même est un score assez remarquable. Donc, en fait, quand Céline décède, elle est dévastée puisque c'est l'amour de sa vie. C'était l'amour de sa vie. C'était presque une femme enfant. Elle le dit aussi à la mort de Céline. Il s'occupait de tout. Il payait les factures, il faisait les chèques. Elle ne faisait rien. Et il voulait qu'elle soit toute à la danse. Donc, elle donnait ses cours de danse. Elle travaillait son art. Et en fait, Céline s'occupait de tout le reste, les relations avec les éditeurs et tout. Et lorsque Céline disparaît, il n'y a plus rien. C'est le néant, c'est le vide. Et elle pensait pas lui survivre 6 mois. Et est-ce qu'elle a envisagé de refaire sa vie à un moment? Alors j'ai posé la question plusieurs fois, on m'a regardé un peu comme un extraterrestre. Ah ouais? Et ils m'ont tous répondu, ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Et alors, Lucette Des Touches a toujours soutenu son mari Louis-Ferdinand Céline, elle l'a suivi en exil à la Libération. Elle avait évidemment lu ses pamphlets antisémites, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle partageait ses opinions?
Non. Pour ce qui est des pamphlets antisémites, elle est très clairement non. Et elle a toujours dit qu'il aurait mieux fait d'écrire autre chose que ces pamphlets antisémites. Mais vous savez, avec Céline, vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui, voilà, il n'allait pas s'encombrer avec tout ça. Elle l'a suivi, il est vrai, dans les malheurs, parce que bon, j'ai pas mal travaillé sur l'occupation et la collaboration ou autre. J'en connais plus d'une qui serait rentrée au pays en disant moi j'ai rien fait. J'ai rien à voir avec lui. Voilà. Et est-ce que justement le fait que lui soit connu pour être un antisémite notoire, est-ce que ça lui a porté préjudice à elle, au sens où elle est devenue, pour certains, une personne infréquentable? Du vivant de Céline, non. Après, oui, mais c'était plus pour des soirées mondaines. On sait, par exemple, une fois, Louis Aragon avait invité beaucoup le gratin littéraire de l'époque et il avait demandé à ce que Madame Céline ne vienne pas. Oui, voilà, très explicitement. Mais globalement, non. Ça se passait plutôt bien, sauf quelques cas particuliers. Et comment est-ce qu'elle a fait vivre ensuite l'œuvre littéraire de Céline après sa mort? Sans son action, est-ce qu'on peut dire que l'œuvre aurait été enterrée en même temps que l'écrivain? Ou c'est vrai que, rappelons quand même que 61, c'est pas très loin de l'après-guerre, et que Céline était totalement déconsidérée. Absolument, et je crois que beaucoup auraient voulu enterrer l'œuvre avec l'écrivain en même temps. Mais j'ai envie de dire, c'est pour tous les écrivains, c'est la même chose. Lorsqu'un écrivain décède, c'est là que le plus compliqué commence. C'est la postérité de l'œuvre. On parle d'écrivain, on peut parler de peintre ou autre, que l'on découvre des fois 150 ans plus tard. Lorsqu'un écrivain décède, c'est le plus difficile, c'est faut faire vivre l'œuvre. Et elle a pris son bâton de pèlerin, effectivement dans un contexte pas facile, parce qu'elle avait tout contre elle. Mais oui, c'est faire rééditer les romans, retrouver les correspondances, retrouver les témoins, retrouver les inédits, etc. Et elle a fait ça avec force et abnégation, quasiment jusqu'au bout de sa vie. Dans votre biographie, vous racontez que jusqu'en 2018, soit très peu de temps avant sa mort, Lucette des Touches s'était toujours opposée à la réédition des pamphlets de Céline. Qu'est-ce qui justifiait son refus? Elle voulait... Alors déjà, c'était répondre à la volonté de son mari lorsqu'ils reviennent d'exil en 51. Lui, il l'avait formulé. Très clairement, il avait dit, d'ailleurs, dans son contrat qu'il signe avec Gallimard, les pamphlets n'en font pas partie. Donc il avait dit, ça c'est de l'histoire ancienne, c'était des écrits de circonstances, des écrits politiques, je ne veux plus en entendre parler. Ah d'accord, oui, il les a quelque part reniés. Pas reniés, il les a mis à part. Il a dit, ce n'est plus de circonstances, ce n'est plus d'actualité, je peux être emmerdé avec ça. Parler couramment. Et en 51, il signe avec Gallimard pour ses romans. Et donc Gallimard détient toujours les droits des romans de Céline. Et donc Lucette, après la mort de son mari, continue effectivement à interdire, sauf cas particuliers pour des livres historiques où on peut prendre des extraits, etc. Mais effectivement, elle interdit la réédition telle quelle des pamphlets, oui. Et alors c'est l'autre question qu'on se pose. Est-ce que pour vous, il faut rééditer ces textes ou pas? Ah oui, bien sûr. Parce que l'œuvre d'un écrivain est entière, qu'elle soit remarquable comme les romans de Céline. On peut très bien détester Céline, mais dire que Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit sont quand même de très grands livres. Oui, le personnage est très contestable par ailleurs, mais l'œuvre d'un écrivain est entière. Malheureusement, il faut faire avec. Et j'ai envie de dire, ces pamphlets sont disponibles au Canada, au Québec, dans une édition intégrale avec un appareil critique et autres. Je vois pas pourquoi les Français seraient plus bêtes que les Québécois et on serait interdit au nom de quoi les Français ne pourraient pas les lire. Mais Lucette des Touches avait prédit qu'après sa mort, je cite, des choses sortiraient. Oui. Ça n'a pas manqué, puisqu'on a retrouvé en 2020 des manuscrits inédits de Céline volés, je crois, en 1944. C'est ça? Oui. Quelle est la nature de ces textes et il confirme ses dires, c'est-à-dire des choses... c'est une histoire complètement folle. C'est en fait lorsque Céline quitte la France pour l'Allemagne en juin 44, il laisse beaucoup de papiers dans son appartement et son appartement va être pillé à la Libération. Donc ils partent en juin, l'appartement est pillé en août. On ne sait pas ce qui s'est passé entre deux. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Mais ce qui est sûr, c'est tous ces papiers. Et là, on parle de 6000 pages, 6000 pages de textes de Céline qui ont été mis de côté et qui réémergent. Donc effectivement, 75 ans après, et effectivement, Lucette avait dit, après moi, vous verrez, des choses vont sortir. Ça n'a pas loupé. Je crois que le Covid a retardé, est décédé juste avant la pandémie, donc ça a retardé d'un an, mais ça n'a pas manqué. Et là, on parle de textes extraordinaires, puisqu'on parle, il y a le grand roman Casse-Pipe de Céline, qui est le grand roman de la guerre de 14, raconté par Céline. Et moi, j'ai bien envie de lire la guerre de 1914, racontée par Céline. Ça va sortir quand? Alors, les premiers textes sont annoncés pour septembre, la rentrée littéraire de septembre. Donc, on attend tous cela avec une impatience à peine feinte, mais ça va être effectivement des textes a priori remarquables. Très bien. Merci beaucoup David Alliot. Merci nous avoir replongé dans la longue vie de Lucette des Touches. 107 ans. Je rappelle que votre biographie, Madame Céline, est rééditée dans la collection Texto des éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.